Bienvenue sur Les Échappées du Leadership, le seul podcast où le leadership se réinvente un pas après l'autre. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Échappées du Leadership. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Thierry Malray, fondateur du Monthly Barometer et ancien directeur du World Economic Forum, où il a dirigé pendant plusieurs années le Global Risk Network et orchestré les programmes des célèbres rencontres de Davos. Auteur du livre 10 bonnes raisons de marcher et de Death at Davos, Thierry conjugue réflexion stratégique et passion pour la marche en montagne. Il accompagne régulièrement des dirigeants lors de marches en altitude pour prendre du recul, se reconnecter à l'essentiel et éclairer leurs décisions. Ensemble, nous allons explorer cette alliance entre la marche, la sagesse et le leadership éclairé. Bonjour Thierry, Bonjour Benoît. merci de me recevoir dans ton chalet. Je suis ravi de prendre ce temps avec toi et de découvrir un peu plus ton parcours. Merci beaucoup. Écoute, c'est moi qui suis flatté de participer à ton podcast. Alors pour commencer, Thierry, j'ai l'habitude de démarrer avec une question un peu brise-glace. Quelles chaussures portes-tu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles disent de ta journée? Alors là, je suis en chaussettes parce que je suis dans mon bureau, dans mon chalet. Mais les chaussures que je porte à peu près tous les jours, c'est des chaussures, sont des Salewa de marche, taille basse, qui sont parfaites parce que elles sont robustes, elles sont assez légères. Et à Chamonix, en ce moment, il fait -7, -8 le matin, c'est très gelé. Euh, L'an dernier, j'ai changé mes Chaléwa pour une autre paire que j'ai portée durant une journée. Je me suis cassé une côte, je suis tombé. À Chamonix, il y a énormément d'accidents de gens qui glissent sur la glace. Donc voilà, sans mes chaussures, des Chaléwa. Et je les porte été, hiver, printemps, automne. Elles sont formidables. Je les porte en Écosse, je les porte partout, là où il fait chaud, là où il fait froid, là où c'est mouillé, là où c'est sec. Je fais de la pub pour Chaléwa, mais elles sont vraiment exceptionnelles, ces chaussures. Oui. Mais c'est précieux pour les auditeurs parce que les marques sont nombreuses et c'est intéressant de se repérer sur le tout-terrain. Alors justement, tu nous parles de Chamonix, hein, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu te situes là-bas, hein, tu vis là-bas, Oui, c'est oui, oui. c'est ton lieu de vie, mais aussi ton lieu de travail, hein, à un certain moment. Est-ce que tu peux voilà, nous dire quels sont les sentiers que tu arpentes dans ton quotidien? Alors écoute, ça fait à peu près 10 ans que je vis à Chamonix. Auparavant, j'ai vécu dans des grandes villes. J'ai vécu à Paris d'abord, ensuite à New York, ensuite à Londres, ensuite à Moscou. Et j'ai toujours eu ce désir d'aller vivre en montagne. Bon, Chamonix, j'y vivais depuis que je suis tout petit, donc je connais bien. Et euh, cette vie de bureau dans des grandes villes a renforcé cette appétence que j'avais pour un lieu d'exception. Et Chamonix est un lieu d'exception. C'est un endroit, bon, malheureusement, qui est victime du surtourisme, mais qui est néanmoins extraordinaire. Magique, je ne sais pas si tu connais la vallée, c'est très beau. Tu es au pied de cette chaîne du Mont Blanc, enchâssé entre la chaîne du Mont Blanc et les Aiguilles Rouges. Et donc, j'ai décidé il y a 10 ans de quitter le monde corporate, comme on dit, pour créer mes sociétés. Et j'ai trois sociétés basées à Chamonix, en effet, où je parviens à conjuguer le principe de réalité, gagner sa vie, avoir une activité professionnelle, et le principe de plaisir, qui consiste pour moi à travailler en montagne. Soit en marchant, principalement marchant, mais aussi en grimpant et en faisant du ski de rando. Très bien. Merci. On te situe un peu mieux et on va reparler de tous tes voyages, hein, et effectivement de ce que ça a pu t'apporter. Aujourd'hui, bon, si tu es l'invité, c'est parce qu'effectivement la marche a une place centrale. Qu'est-ce qui te pousse à marcher encore et toujours? Voilà, on peut se poser la question. En tout cas, c'est quoi pour toi la marche? Je sais que tu as écrit un livre. Qu'est-ce que ça représente pour toi la marche? Qu'est-ce que ça représente pour moi? Ben, écoute, ça représente beaucoup de choses. C'est à la fois l'activité la plus banale qui soit. On marche tous chaque jour, enfin quand on a la chance d'avoir des jambes qui fonctionnent, bien entendu. Mais c'est une activité d'une extrême banalité et c'est aussi une source de joie incroyable. Et j'ai toujours marché j'ai quatre filles et avec ma femme, il y a 30 ans, quand nos filles étaient bébés, on a observé une chose qui,
rétrospectivement, paraît évidente. Mais à chaque fois qu'il y avait des cris, des larmes, des doutes, des situations compliquées, on sortait marcher, euh, où qu'on soit. Et on se rendait compte, sans véritablement se l'avouer, enfin, c'était un processus discret, mais on se rendait compte quand on revenait que tout allait mieux. Donc je me suis dit, quelques années plus tard, la marche doit avoir un effet thérapeutique. Et en même temps, je m'intéressais beaucoup à la littérature sur la marche. Il y a beaucoup d'auteurs, énormément d'auteurs d'ailleurs, c'est l'un des chapitres de 10 bonnes raisons d'aller marcher qui se sont intéressés à la marche. Euh, Jean-Jacques Rousseau qui partait de Genève et qui marchait jusqu'à Chamonix, ça prenait 3 jours pour réfléchir à ce qu'il allait écrire. Nietzsche, le philosophe, qui marchait au-dessus d'Èze, dans cette merveilleuse baie sur la Méditerranée et qui disait toutes les bonnes idées ne peuvent venir qu'en marchant. Donc, je m'y suis de plus en plus intéressé et, euh, et voilà, j'ai décidé de travailler un peu sur la psychologie de la marche, la physiologie de la marche. Je produis un Monthly Barometer, qui est une lettre de prospective macro adressée à des décideurs, mais j'en produis également un qui est spécifiquement dédié à l'industrie du bien-être, l'économie du bien-être, qui est une industrie au sens très large du terme, parce que le bien-être, ça désigne beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de recherches qui se sont effectuées depuis une quinzaine d'années sur les fondements neuroscientifiques de la marche, les bénéfices en termes de psychologie, de bien-être mental, physique, moral, etc. Et donc j'ai fait ce bouquin et je me suis dit, bah, allons marcher avec mes clients. Enfin, la chose, toi et moi, on a appartenu pendant de nombreuses années au monde du business, au corporate world. Et c'est la chose la plus antinaturelle qui soit, de se retrouver dans un petit cube au troisième sous-sol d'un building ou au cinquième étage ou au 50e étage, enserré autour d'une table sans pouvoir bouger. C'est quelque chose qui, pour moi, est profondément antinaturel. Et donc, je me suis dit, je suis sûr qu'il y a le potentiel d'emmener ces décideurs en montagne ou au bord de la mer ou dans une forêt, ça peut être n'importe où, hein. Il suffit d'avoir une nature qui soit présente et appréhensible. Et voilà, donc l'idée de ce livre et l'idée d'en faire un business. Ok, très bien. On reprendra les références sur le Monthly Barometer pour voir où on peut trouver toutes ces informations. Je pense que ça peut intéresser les auditeurs. On va revenir un petit peu sur voilà, les initiatives que tu as pu diriger au Forum économique. Et ce qui m'intéresse, c'est ce passage justement du corporate world à cette vie que tu as aujourd'hui depuis quelques années. Quels ont été les grands moments de transition dans ta vie qui t'ont fait prendre conscience et qui t'ont amené finalement à switcher? Alors, la plupart de ma vie professionnelle, je l'ai passée en banque d'investissement, en salle des marchés. Et ça, c'est un environnement extrêmement stressant. Ouais, je pense que lorsqu'on a passé 12 heures par jour dans une salle de marché, on n'a qu'un seul désir, c'est d'aller respirer dans un jardin, puisque généralement, quand on est en salle de marché, on vit dans une grande ville, dans un parc, dans un jardin, et de sortir le week-end, d'aller respirer. Tu disais tout à l'heure d'aller prendre du recul. L'avantage d'être en montagne, c'est que tu prends de la hauteur, aussi bien d'un point de vue métaphorique que physique. Donc, je me suis dit, ce point de rupture, il s'est effectué lorsque je suis revenu de Moscou. À Moscou, je travaillais pour une banque d'investissement russe. Je travaillais extrêmement dur dans un environnement extrêmement euh, stressant. Et je rêvais de Chamonix tout le temps parce que Chamonix, j'y allais une fois par an et je me disais, ah là, si je pouvais faire quelque chose qui me permette de me rapprocher des montagnes et de la nature dont on a tellement besoin, hein, parce qu'on parle de la marche, évidemment, mais en général, la marche, elle se déroule en nature. Évidemment, on peut marcher en ville, ce qui est formidable. Mais de mon point de vue, la marche la plus régénératrice, la plus satisfaisante, la plus jouissive, c'est celle dans la nature. Et donc, j'ai quitté Moscou pour rejoindre Genève. Et Genève, c'est une ville extraordinaire parce que c'est la plus petite des grandes villes internationales. C'est petit, Genève. C'est 200, 300, 400 000 habitants, je ne sais pas. Mais on prend le bus, on fait 5 minutes de bus et on est en pleine nature.
En ville, on peut nager dans le lac. Donc, Genève, c'est une ville dans la nature, d'une certaine manière. Et puis tu prends le train et tu vas dans les montagnes, tu vas un peu partout autour de Genève. Donc c'était pour moi un emplacement exceptionnel. Et puis bon, ensuite, j'étais à Genève pendant 8 ans et je me suis dit, bah, de Genève à Chamonix, il n'y a qu'un pas que j'ai franchi avec gourmandise. Merci pour ce cheminement. Et si on continue sur ce chemin, à quel moment tu as eu finalement ton premier client en marchant? Euh, Alors, je marche, mais vraiment pour faire du travail qu'on fait normalement dans des bureaux, hein. Je marche pour travailler sur les questions macro, hein, les questions Ouais. financières, économiques. Et, et, écoute, la première année, j'ai organisé un sommet qui s'appelle le Summit of Mind. C'est l'une de mes sociétés où je réunis ma communauté de clients euh, en montagne. Et, euh, et j'ai réalisé une session sur les politiques monétaires avec des présidents de banque centrale, des économistes, des gestionnaires de fonds, au-dessus de Chamonix, dans un lieu qui s'appelle Plampra, qui est à 2000 mètres d'altitude. Et on a marché, et ensuite on a un petit peu gambergé sur les questions de politique monétaire. Et je me suis rendu compte que tout le monde était ravi. Au départ, les gens étaient pris de court. Ils m'ont dit, mais attends, on va parler d'inflation, d'intervention monétaire des banques centrales, dehors. Euh, Ça fait pas de sens. Et j'ai dit, vous verrez, ça va être formidable. Effectivement, c'était formidable. Et les gens sont montés. On avait des participants asiatiques, africains, latino-américains, européens, bien entendu. Et, euh, et tout le monde a été, euh, je pense, bouleversé par la beauté du site lorsqu'on est à Plan-Prince, qui joue un rôle. Marcher, c'est formidable, mais marcher dans un lieu d'exception, c'est encore mieux. Et je pense que la plupart des participants se sont rendus compte que on avait une discussion qui était plus libérée, plus créatrice. Euh, Lorsqu'on marche, les groupes se font, se défont, on se réunit par affinité, par intérêt, on se laisse un petit peu mener par la dynamique du groupe, tout en étant un acteur de cette dynamique. Et donc je me suis dit, ça marche, c'est formidable. Je l'ai fait avec des grosses pointures, et maintenant je vais le pratiquer de manière systématique. Et voilà, et c'est ce que je fais. Donc, euh, marcher à ski, hein. En ski de rando, c'est également très bien, ce qu'on fait régulièrement. J'ai des sessions extraordinaires sur la guerre russo-ukrainienne qu'on a faite en ski de rando il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc, c'est une chose que je fais tout à fait régulière et je me rends compte de l'appétence des dirigeants pour ce genre de pratique. Je crois que les dirigeants de grandes boîtes ou de boîtes moyennes de PME euh, ont des fonctions qui les privent d'une énorme part de leur liberté. C'est un job à 300%. Ils ont envie de s'échapper. Je dis ils parce que pour la plupart ce sont des hommes. Et leur donner cette opportunité de passer du temps à l'extérieur, donc de perdre du temps pour en gagner en quelque sorte, c'est quelque chose de formidable. Et, et donc je suis rentré un petit peu plus dans le détail de tout cela parce que j'essaie de faire mon job convenablement. Donc j'ai fait faire une petite étude de marché. Je me suis aperçu que 20% des dirigeants européens, ou français donc, ont une activité de montagne. Pratique, beaucoup font de la marche et beaucoup font, enfin moi un peu moins, mais également pas mal font de la montagne ou du ski de rando. Voilà. Donc je me suis dit, ben voilà, il y a un créneau naturel et au sein de ce creuset de clients naturels, il y en a beaucoup qui sont potentiellement des clients parce que ils ont cette appétence pour aller à l'extérieur. Parce qu'on a tous conscience, sans nécessairement en comprendre la science ou les mécanismes, mais que être à l'extérieur nous fait du bien. On en a besoin. Ouais. Ouais, merci de nous apporter ces ingrédients juste pour comprendre et pour que l'auditeur essaye de se projeter à plan prat. Ça fonctionne comment? Tu leur donnes rendez-vous à un point précis et puis après il y a des marches qui durent un certain temps, ensuite des ateliers. Enfin, comment marche le flow?
Alors, comment ça marche? Eh bien, écoute, ça, je l'explique un peu dans le livre. Comme j'ai été responsable de la réunion de Davos, je suis très cadré sur ces questions de processus, de session, etc. Donc, on a beaucoup de formats qu'on a, euh, qu'on a, qu'on a affinés au cours des ans. On fait des marches à 3, on fait des marches à 400. Euh, euh, alors, il y a une infinité moyens possibles pour que ces marches soient fructueuses et parviennent à leur résultat. Parce que l'idée, c'est pas simplement de marcher. On peut aller marcher comme ça, ce que je fais souvent. Mais là, l'idée, c'est de marcher, de revenir avec une compréhension plus affinée de la problématique pour lesquelles les gens ont financé cette marche. Donc, pour te donner un exemple, attends, je vais te prendre un exemple récent. Oui, j'ai fait une marche il y a quelques mois sur les conséquences de l'élection américaine sur la conduite d'une entreprise. Donc, on avait des dirigeants d'entreprise, on avait des analystes, on avait des financiers, etc. Et donc, dans ces cas-là, la marche, elle s'organise, on était nombreux, on était une centaine. Et donc, les marches, elles s'organisent de manière très, à la fois rigoureuse, parce que malheureusement, tu ne peux pas marcher en montagne en France sans être accompagné par des. Enfin, je dis malheureusement. Euh, pour des raisons d'assurance, il faut marcher avec des guides ou des accompagnateurs de moyenne montagne. Parce que si tu as un pépin, en tant que dirigeant, je ne sais pas comment tu fais toi, mais si tu as un pépin, ça peut très mal tourner. Un pépin, ça peut être une personne qui se fout de la cheville. Donc, tu es obligé d'être accompagné. Donc, on crée des groupes. Dans mon cas, on choisit des problématiques particulières. Donc là, il s'agissait de comprendre ce que Trump allait mettre en place. Donc, on avait un groupe sur les barrières tarifaires, un groupe sur la géoéconomie, un groupe sur les conflits de puissance. Donc, les groupes sont constitués en fonction des intérêts de chacun. On a souvent une ou deux personnes qui, avant qu'on parte marcher, présentent leurs problématiques en 2 ou 3 minutes. Ensuite, les groupes se forment. On marche 20 minutes, une demi-heure, on s'arrête, on fait un debrief, on s'assoit en rond dans une prairie, dans un endroit suffisamment euh, grand pour que chacun puisse s'installer à l'aise et boire un peu d'eau et grignoter quelque chose. Et on fait un debrief qui dure un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, ça dépend. Ensuite, on change la composition des groupes, on affine la problématique, on continue. À nouveau, les gens conversent les uns avec les autres, gambergent, raisonnent, argumentent. Et puis, on a un deuxième debrief, parfois un troisième. La marche peut durer 8 heures. Et souvent, on termine en refuge avec une conversation générale, un debrief. Et ensuite, moi, je rédige une note que je partage avec mes clients. Et en espérant que chacun y trouve son compte. Et puis, on peut aller dans le détail ensuite. Euh, et je le fais également, je peux le faire pour 2 ou 3 personnes. Euh, quand il y a quand il y a des questions qui sont confidentielles, pointues pour des comités de direction ou des conseils de surveillance, etc., le fait d'être en montagne, à 2, 3, 4 personnes, libère la parole, rend les conversations beaucoup plus authentiques, si je puis m'exprimer ainsi, entre guillemets. Euh, et c'est une chose qui marche particulièrement bien en situation euh, pas de danger. Il ne s'agit pas de mettre les gens en danger, mais quand tu marches, par exemple, le long d'un précipice ou d'une falaise, euh, tout le monde se rend compte que c'est un environnement dans lequel tu ne peux pas te raconter d'histoire. Hein. Tu te révèles tel que tu es. Enfin, tu es confronté à l'immédiateté de la réalité et, euh, et c'est quelque chose qui peut incroyablement libérer la parole. Tu peux pas baratiner. Hein, on a tous été dans un environnement de, enfin, toi et moi et beaucoup d'autres de tes clients et des miens sont dans un environnement corporate. Tu peux bullshiter à l'infini.
Quand tu es en montagne, c'est pas le cas. Ceux qui baratinent, ça se voit tout de suite. Et t'as par conséquent une obligation d'authenticité. Et ça, je pense que les gens le comprennent. Et c'est un petit peu l'aspect magique d'une marche en montagne, ou d'une escalade, où euh, t'es, t'es beaucoup, t'es beaucoup plus ouvert aux suggestions des autres. Tu as l'obligation de coopérer, hein, parce que si tu es seul en montagne, tu es en situation potentiellement problématique. Et ton esprit est beaucoup plus ouvert aux suggestions des autres. Et tu as un comportement qui est plus prosocial. Il y a également beaucoup d'études qui ont été réalisées en anthropologie et en médecine. Lorsque tu es dans un environnement, entre guillemets, hostile, dans une forêt, en montagne, à bord de mer, où il ne faut pas se faire surprendre par la nuit, où il ne faut pas faire de faux pas, tu es obligé de coopérer avec les personnes avec qui tu te trouves, autrement tu es en situation de difficulté. Et ça, c'est une métaphore qui marche remarquablement bien lorsque tu marches avec un groupe. Euh, Chacun a un comportement beaucoup plus prosocial et moins antinomique qu'il pourrait être si tu n'étais pas dans un environnement de marche et de nature. Ouais. Alors, je me souviens enfin, avoir lu hein, ton livre et à un moment, tu parles justement de ce lien que tu fais entre voilà, la mise en mouvement et la capacité renforcée de prise de décision. Euh, qu'est-ce que tu dirais sur justement ce lien entre finalement la coopération, le co-développement, parce que j'entends beaucoup d'échanges, de partage, de socialisation entre les personnes qui sont là, et cette pensée plus stratégique, cette ouverture vers quelque chose qui dépasse finalement les frontières, quelque chose qui nous amène plus loin qu'au moment où on est arrivé. Alors écoute, bon, d'abord, ce que j'observe, c'est que c'est une pratique qui est, je peux pas dire universelle, c'est pas le cas, mais lorsque j'ai travaillé sur le bouquin, une chose qui m'a profondément étonné, c'est de prendre conscience que dans la Silicon Valley, toutes les grosses boîtes de tech euh, marchent, où les décisions sont prises en marchant. Apple, Meta, Google et beaucoup d'autres. Enfin, je pense que c'est le cas pour ce qu'on appelle les Magnificent Seven, ces sept sociétés qui sont au pinacle des marchés en Amérique. Euh, les dirigeants prennent des décisions en marchant. Et tu vois, même Zuckerberg, dont on parle beaucoup en ce moment, souvent pour de mauvaises raisons, euh, il explique dans un article qui a été publié il y a une dizaine d'années que lorsqu'il a une décision complexe à prendre, il emmène son board pour marcher sur la plage et que les décisions sont prises à l'extérieur. Donc je me suis dit, et si même les boîtes les plus digitales, qui produisent de la virtualité, hein, réalisent à quel point c'est important d'être ancré dans la physicalité de la nature, c'est qu'il y a quelque chose. On sait que ça marche, autrement ils ne le feraient pas. Euh, alors il y a plein de raisons institutionnelles, historiques, euh, liées à l'habitude de la manière dont on fait les choses qui empêchent de sauter le pas. Il y a plein de boîtes où les réunions du conseil ont lieu dans un bureau autour d'une table sous des néons. C'est difficile de sortir de cela. Et c'est aussi parfois un peu coûteux parce que dans le cas de c'est Apple, leur siège à Cupertino, ils ont planté, j'ai oublié le chiffre, mais pour des dizaines de millions d'arbres au sein de cette ellipse hein, qui constitue leur, euh, leur siège, pour pouvoir aller prendre ces décisions dans le bois qui a été créé au sein du siège d'Apple. Donc évidemment, ce sont des situations coûteuses, non conventionnelles, mais, euh, mais tout le monde réalise à quel point c'est nécessaire de sortir des murs qui nous enferment, qui nous confinent. Donc soit on comprend les raisons pour lesquelles c'est nécessaire, et encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, tu as une pléthore d'articles en littérature du leadership, en médecine, en neurosciences, en psychologie, en organisation comportementale, etc., qui démontrent à quel point la marche et la nature nous font du bien. Euh, et, euh, et si tu ignores cette littérature,
ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, parce qu'on n'est pas des spécialistes, on le ressent intuitivement. On sent bien que on est mieux dehors que dedans. Enfin, si tu donnes le choix entre une personne entre passer 12 heures par jour entre quatre murs devant un écran d'ordinateur dans une pièce éclairée par des ampoules électriques ou d'être dans un lieu de nature, qui va choisir la pièce? Très, 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 très peu d'entre nous. Ouais. Ouais, ben on reviendra sur les conseils qu'on peut donner peut-être aux managers résistants ou en tout cas qui se disent c'est bien gentil tout ça, mais comment je peux le mettre en pratique dans mon quotidien? Je passe de réunion en réunion, je suis sur une performance court terme. Bref, j'ai des indicateurs qui ne me permettent pas de prendre ce temps. Donc on essaiera de tordre le cou à ça parce que voilà, je suis intimement convaincu et je pense que tu l'es aussi qu'on peut continuer à être performant et peut-être même plus performant en se mettant en mouvement. Mais avant ça, je voudrais qu'on revienne sur... Est-ce que je peux dire quelque chose? Excuse-moi de t'interrompre, Benoît. Je peux rajouter Ouais, je quelque t'en chose? prie. Parce que Oui, bien sûr, s'il vous plaît. le livre commence par une anecdote, des bonnes raisons d'aller marcher, liée à l'un de mes associés. L'un de mes associés s'appelle Philippe Bourguignon. C'est l'ancien CEO de Club Med, de Euro Disney. Donc c'est un grand. Enfin, il a dirigé des sociétés cotées toute sa vie. Ensuite, il a rejoint Steve Case à Well, à Washington. Et, euh, et Philippe, c'est un marin. Et il marchait pas. Et je lui dis, il me dit, je peux pas marcher, c'est compliqué à New York, je suis en pleine ville. Je lui dis, mais Philippe, va marcher autour de ton bloc. Fais le tour du pâté de maison, du bloc où est situé ton bureau. Euh, ce qu'il a fait, et je le dis dans le livre, il a dit, ça a changé ma vie. Euh, Chaque jour, une fois le matin, une fois l'après-midi, je fais le tour du bloc, je respire. Alors évidemment, je suis en pleine ville, mais le simple fait de marcher autour du bloc et de faire, je sais pas, 400, 500, 600 mètres, a changé ma vie. Euh, je reviens, je raisonne mieux, mon esprit est plus apaisé, j'ai pris l'air, voilà, et je me suis mis en mouvement. Et le mouvement est consubstantiel à la prise de décision. On sait qu'on ne peut pas décider sans se mouvoir. Alors, posons directement la question, puisqu'on est sur le thème, hein. Encore une fois, on a des auditeurs qui sont 12 heures par jour dans ces bureaux. On a effectivement des CEO qui ont toute la liberté de pouvoir finalement prendre cette décision et elle leur appartient parce que finalement, en dehors Mm. de l'actionnaire suprême, ils sont quand même acteurs de leur agenda, euh, en tout cas en partie. Mais pour ceux qui sont moins acteurs, qui ont moins de liberté, qui sont plus contraints, je pense aux managers bien sûr, mais je pense aussi aux collaborateurs lambda qui sont sur des activités parfois de production. Quel conseil tu auras envie de leur donner justement pour pouvoir mettre en place et expérimenter ce rapport à la nature et cette mise en mouvement? Alors évidemment, sur les bureaux à la Défense, c'est compliqué de dire à tes employés allez prendre, euh, allez prendre l'air dans la forêt, je sais pas, dans le bois de Vincennes, la forêt de Saint-Cucufa, à Rueil-Malmaison, ou euh, quelques heures par semaine. C'est inconcevable. Et ça n'est pas possible. Mais dans le livre, on cite, je dis on parce que je l'ai écrit avec ma femme, des études très sérieuses qui ont été publiées dans des journaux euh, académique, de recherche, que le simple fait de te mouvoir et d'aller à la machine à café dans ton bureau a un effet bénéfique. Simplement le fait de faire cela a un effet bénéfique. Donc, si tu es un middle manager dans une grande boîte, tu peux encourager tes collègues, tes employés à se lever au moins une fois par heure et à marcher 200 mètres. Même ça fait du bien. Ouais. Et prolongeons sur le middle manager, parce que le middle manager convie souvent ses équipes à des réunions. Là aussi, il y a peut-être des conseils à leur donner sur la façon de faire une réunion. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, les réunions, c'est souvent organisé dans un cadre extrêmement formel. Il faut s'asseoir. Il y a un ordre de préséance. Le patron ou la dirigeante en bout de table. Ensuite, chacun se place en fonction de sa position précise de la hiérarchie de la boîte. Euh, bon, il y a des gens qui sont capables de casser ces codes. Il y a des réunions. On peut se réunir debout et c'est sans doute beaucoup plus efficace parce que d'abord ça écourte
la durée de la réunion, on s'oblige d'être efficace. Quand on est debout, on se meut, donc on est mieux, on bouge, on sent davantage libre que lorsqu'on est enchâssé dans le fauteuil de la salle de réunion. Donc il y a des petites choses que chacun peut faire pour encourager les gens à se mouvoir, en sachant encore une fois que le mouvement est le fondement d'une bonne prise de décision. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sociétés qui vont complètement à l'inverse de cette tendance. Et il y en a aussi beaucoup qui recommandent euh, l'exercice pour de mauvaises raisons. Euh, Moi, j'ai des milliers d'exemples d'abonnés à ma lettre de prospective ou de clients qui mettent en place des programmes de bien-être dans la boîte, etc., mais qui obligent leurs clients, enfin leurs employés à rester tard le soir, à être là tôt le matin, à être physiquement présent en permanence. Euh, il s'agit de mettre en place des politiques holistiques hein, qui recouvrent la totalité du bien-être de la personne, que ce soit le bien-être physique ou le bien-être mental. Mais les deux sont complètement imbriqués l'un dans l'autre. C'est indissociable. Aujourd'hui, on sait que tu n'as pas de bien-être mental sans bien-être physique et vice-versa. Il y a 5 ans, 10 ans, ce n'était pas évident pour tous. Aujourd'hui, on le sait. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Les deux vont de pair. Ouais. Merci beaucoup. Alors, je voudrais qu'on revienne sur l'un de tes ouvrages qui s'appelle Death at Davos, parce que pour moi, c'est un titre très intrigant, Ouais. qui me fait un peu même peur. Donc, j'aimerais que tu nous en parles parce que ça m'intrigue et j'ai pas encore eu la curiosité d'aller l'ouvrir. Euh, Ben, écoute, en quoi ça résonne avec les défis actuels, ce que tu observes dans le monde, dans le business, mais aussi dans le leadership? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Voilà. oui, bien sûr, avec grand plaisir. Écoute, j'ai toujours beaucoup écrit. J'ai écrit 17 livres en tout, des livres universitaires au début de ma carrière, ensuite des essais, des romans. Et je pense qu'on peut dire beaucoup de choses au travers de romans. Parce que lorsque tu écris un roman, tu n'es contraint que par une seule chose, c'est le pouvoir de ton imagination. Tu peux aller partout, tu peux ouvrir n'importe quelle porte, parce que c'est la liberté que te confère l'écriture d'un roman. Et moi, j'ai écrit 6 thrillers. Euh, j'ai vécu longtemps en Russie, donc et en Asie centrale, donc la plupart de mes thrillers se déroulaient là-bas. Parce que je voulais qu'il y ait un cadre qui soit éminemment réaliste, hein. C'est ce qui confère la qualité à- à un thriller. Il faut que ce soit ancré dans la réalité et que ce soit crédible. Et puis comme j'ai fait Davos pendant de nombreuses années, je me suis dit, tiens, pourquoi j'aborderais pas les thèmes géopolitiques contemporains ou financiers au travers de thrillers qui se déroulent à Davos? Parce que Davos, c'est un lieu exceptionnel. Tu as 3000 dirigeants du monde entier qui se réunissent pendant 5 jours dans une petite station de montagne. Certains marchent, peu, d'autres travaillent du matin au soir pour justifier les frais d'inscription qui sont exorbitants. Et donc, je me suis dit, bah, voilà, je vais aborder des thèmes, explorer les thèmes de la finance, de la géopolitique contemporaine au travers de ces thrillers. Donc, il y en a un qui est paru l'an dernier qui s'appelle Das Davos, qui couvre au travers d'une série de meurtres, le thème des stratégies d'investissement ESG. Et puis cette année, c'est comme on dit, the sequel, parce que je les écris en anglais, donc la suite, et qui beaucoup plus collé à la réalité de ce qui se passe aujourd'hui avec le président américain, et de s'interroger sur ce que sera le futur des relations russo-européennes une fois que Trump sera au pouvoir, parce que je l'ai écrit juste avant son investiture. Voilà. Et tout ça sur fond de meurtre, d'intrigue, de choses pas toujours jolies, jolies. Ouais, ouais. Alors, on peut peut-être se faire un petit exercice complètement fantastique, ou en tout cas, on pourrait qualifier ça voilà, de rêve peut-être, mais si on imaginait les quelques principaux dirigeants, là, finalement, tout arrêter
et aller marcher ensemble à quelques jours. Tu penses que ça donnerait quoi? Et ben, je pense que ça donnerait des super trucs et je sais que ce serait le cas. Et je vais te citer deux exemples. Euh, le premier, c'est un exemple que j'ai vécu moi-même. On a invité la première ministre britannique Theresa May une année à Chamonix, au sommet qu'on organise. Euh, et, euh, et quand on invite nos participants à Chamonix, on ne paie pas d'honorarium pour nos intervenants parce que ce sont tous des gens extrêmement célèbres et si on le faisait, ça nous coûterait une fortune. Et Theresa May, je lui ai dit, écoutez, je peux pas vous rémunérer, mais en revanche, je vous offrirai la possibilité de faire le tour du Mont Blanc parce qu'elle avait, dans un article, révélé qu'à chaque fois qu'elle a eu une décision extraordinairement importante à prendre, elle l'a prise en marchant. Et, euh, Elle partait notamment marcher dans les Alpes chaque été pour réfléchir au programme de les politiques qu'elle allait mettre en œuvre, etc. Bon, et donc, elle est venue, et d'ailleurs, il y a une petite vidéo sur mon site où elle explique euh, l'importance que la marche revêt pour elle. Et ensuite, alors c'est un nom que je ne peux pas donner parce que c'est confidentiel malheureusement, mais j'ai un Super. bon ami qui vient chaque année participer au summit et avec qui je marche beaucoup, qui a été l'un des dirigeants de l'Organisation mondiale pour le commerce, l'OMC, avec Pascal Lamy, qui est un grand coureur et marcheur. Pascal Lamy, il court des marathons. Et, euh, et il m'a donné des exemples. À nouveau, je regrette de ne pas pouvoir aller dans le détail et donner les noms parce que c'est extraordinaire, mais il m'a dit, il y a des situations, lorsqu'on a conclu ces grands accords commerciaux au début des années 2000 hein, sur le libre-échange, où tout paraissait bloqué, avec des partis qui campaient sur des positions qui paraissaient irréconciliables. Et lui m'a dit, en plein milieu de nuit, Pascal et moi, on appelait le négociateur pour payer X, payer Y, on leur disait, allez hop, on part en montagne, on va marcher. Et on revenait à 8 heures du matin et la solution était réglée. Les, chacun des participants avait été parvenu à franchir ces lignes rouges et à s'entendre sur des compromis qui paraissaient inconcevables la veille. Donc voilà. Mais il y a plein d'autres exemples. Hein. Je sais qu'au cours du Mm. G7 ou du G20, il y a des dirigeants qui emmènent les autres dehors en se disant c'est pas possible, on va pas, ça fait 14 heures qu'on est autour de cette table, on va sortir, on va prendre l'air, on va réfléchir, on va parler, on va ouvrir nos cœurs, ce que la marche permet de faire, comme tu le sais, et, et ça marche. Mm. Alors, c'est intéressant parce que ça me fait réagir. On entend beaucoup parler voilà, de développement personnel ou en tout cas d'approfondir la connaissance de soi, donc d'intériorité finalement, c'est-à-dire être à l'intérieur de soi. Et là, j'ai l'impression que la magie s'opère éventuellement et surtout dans l'extériorité, c'est-à-dire la capacité à être non seulement en extérieur, mais surtout à ouvrir son ego à la possibilité que ça rencontre l'ego de l'autre avec tout ce qu'il y a de plus noble derrière tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est un débat en ce moment. Est-ce qu'on se Écoute, alors je focalise pense plus que les deux, sur connaissance de soi ou la connaissance finalement voilà, des autres? ouais, écoute, je pense que les deux sont pas du tout antinomiques l'un de l'autre, ni irréconciliables. Qu'en fait, les deux vont de pair parce que c'est très bien d'aller marcher seul. Enfin, je sais pas si tu marches beaucoup seul. Moi, je marche aussi beaucoup seul. Et quand tu marches seul, ton esprit gamberge, tu fais le point sur ta vie, sur tes capacités, sur tes limites. C'est une manière extraordinaire de se remettre en cause. Mais également, quand tu marches avec quelqu'un, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, euh, tu, euh, tu, euh, tu, tu, tu mets en place des conditions propices pour avoir une conversation d'une qualité très largement supérieure à ce qu'elle serait s'il était face à face dans un bureau, pour des raisons que la littérature en psychologie, médecine, neurosciences, anthropologie explique. Voilà, notamment on est plus créatif, on est plus prosocial, et également des choses auxquelles on pense assez peu, mais quand tu marches, par exemple, avec quelqu'un, tu ne croises pas le regard de la personne la plupart du temps. Et le fait de ne pas croiser le regard de la personne lorsque tu marches avec, par exemple, ton patron ou la dirigeante de ton conseil de surveillance, libère ta parole. Tu es beaucoup plus confiant.
tu, tu professes des propos que tu ne tiendrais pas autrement. Voilà, donc il y a plein d'exemples qui prouvent que les deux ne sont pas du tout réconciliables. Tu peux à la fois t'examiner en marchant seul ou en marchant avec quelqu'un en silence et réfléchir à toi-même. Mais lorsque tu marches avec quelqu'un, tu as la garantie absolue que tu vas aller vers ces personnes et que tu auras un comportement beaucoup plus empathique et beaucoup plus ouvert et beaucoup plus à l'écoute de ce que ces personnes ont à te dire. Même si on n'est pas d'accord, hein, c'est pas la question. On n'est pas, on va pas marcher pour se mettre d'accord sur, nécessairement sur une position. Mais tu es plus à l'écoute, tu seras bien plus en mesure d'apprécier la qualité des arguments dont tu ne partages pas forcément les conclusions. Derrière cette question d'écoute, j'entends une question de rapport au temps. C'est-à-dire que nos leaders, nos dirigeants sont dans ce monde très pressés, voire agités dans certains cas, par la complexité des décisions qu'ils ont à prendre, par l'intensité de leur agenda. Euh, Qu'est-ce que tu dirais sur cette question de l'accélération du temps qu'on observe sur les 30, 40 dernières années, qui ne cesse d'accélérer finalement? Alors, qu'est-ce que j'en dirais? J'en dirais ben, beaucoup de choses qui me paraissent évidentes, et j'utiliserai un exemple très particulier, euh, qui est celui d'un de mes associés qui est un ancien chef d'État, le président du Costa Rica, avec qui j'ai beaucoup marché. Et lui a écrit plusieurs articles en disant, aujourd'hui, si tu es dirigeant d'un État, tu es étouffé par la complexité des questions que tu dois résoudre. Euh, et, et, dans le monde d'aujourd'hui qui est complètement transparent, c'est encore plus difficile que par le passé, parce que par le passé, tu avais des dirigeants comme Kennedy ou Churchill, dont on disait sont des gens d'exception, des visionnaires, etc. S'ils vivaient aujourd'hui, ils seraient tous les deux en tôle pour harcèlement sexuel, éthylisme. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Enfin, les conditions d'exercice d'un job de responsabilité, que ce soit le dirigeant d'un pays ou le dirigeant d'une grande boîte, c'est extraordinairement complexe. Tu es constamment mis sous surveillance. Tout le monde s'interroge sur ce que tu as fait par le passé. Il y a 30 ans, tu as ton empreinte digitale qui te suit, qui te traque partout. Donc c'est extrêmement compliqué. Et en plus, le monde devient beaucoup plus complexe et frappé par un phénomène de vélocité qui n'existait pas par le passé. Il faut prendre des décisions tout de suite. Regarde ce qui s'est passé hier. Enfin, durant le week-end avec les droits de douane imposés par Trump, le Mexique, ils ont quoi? Ils ont 12 heures, Mexique-Canada, pour répondre. Et ils ont répondu et on se dit, mais que font les Chinois? Ils n'ont pas encore, ils prennent leur temps. Les mesures ont été mises en place euh, avant-hier. Donc c'est un signe de l'extraordinaire accélération du temps. Et ce que disait donc cet ami chef d'État, il disait, moi j'ai besoin d'aller en montagne, puisqu'il habitait Genève à ce moment-là, pour ralentir, ralentir et réfléchir. Si tu n'as pas ces moments où tu peux euh, jouir du pouvoir régénérateur de la nature, de la marche, euh, qui est forcément un tempo lent. Autrement, tu fais l'ultra-trail si tu veux courir. Euh, mais marcher, c'est forcément s'imposer à un rythme lent. Si tu ne disposes pas de cette capacité de le faire par moment, et là, tu es pris dans ce maelstrom de vélocité et je pense que tu perds pied. Il faut ralentir. Euh, il faut ralentir. Enfin, le slow food mouvement qui a émergé à Turin dans les années 80 l'a prouvé. Enfin, c'est vrai pour la nourriture, c'est vrai pour le sport, c'est vrai pour la réflexion. Si tu n'as pas ces moments privilégiés où tu peux te poser et éliminer ton téléphone durant un instant et, euh, et avoir le sentiment que tu maîtrises ton temps, euh, ben, ça me paraît extraordinairement difficile de pouvoir prendre des décisions adéquates, Ouais. quel que soit Ouais. d'ailleurs le domaine où tu vas les prendre. Donc on a besoin de la marche, on en a besoin physiquement, il faut ralentir. Et la marche t'impose, t'oblige à ralentir. Ouais. Alors là, on va aller tout de suite sur, voilà, je me fais l'avocat du diable, hein. Ok, je comprends, hein, Thierry, mais j'ai que 2 heures là. Euh, Ralentir, c'est compliqué pour moi. Comment je fais dans ces 2 heures pour m'assurer que je vais pas être concentré sur la réunion d'après? C'est-à-dire vraiment être dans l'instant présent pour être justement dans le bénéfice que tu évoques.
Alors moi, j'ai eu cette conversation fréquemment avec des dirigeants avec qui je travaille, que j'accompagne, hein, dans des très grosses boîtes, hein, souvent, des boîtes qui ont 50, 100 000, 300 000 employés. Euh, bon, évidemment, c'est un échantillon biaisé parce que je travaille avec eux, biaisé. Mais leur réponse à ta question serait la suivante. Si je suis pas capable de prendre du recul, ton expression, ou de la hauteur, métaphoriquement, en partant marcher pendant un mois, j'aurais gagné du temps, mais je vais me faire débarquer par le conseil de surveillance ou mes actionnaires dans 6 mois, parce que j'en pourrais plus. Tu peux pas, enfin, cognitivement, on n'est pas équipé, on n'est pas l'ordinateur pour raisonner, travailler 14, 15, 16 heures par jour. C'est pas possible. Il y a un moment où tu vas te briser, et je pense que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui tu as une explosion de cas de burn-out. Euh, la dernière réunion que j'ai faite à Davos, c'était en 2007. On avait fait réaliser une étude par un cabinet de conseil, une étude très confidentielle sur les participants au business de la réunion de Davos, donc les membres. Et l'étude concluait, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais je crois que 95% des dirigeants qui vont à Davos étaient, et ça doit être pire aujourd'hui, en situation de burn-out ou quasi-burn-out. Euh, donc, moi, j'en connais enfin, mais plein, plein, plein de dirigeants qui arrivent à prendre une semaine, parfois un mois. Et, bah, le cas d'Emmanuel Faber, qui a fait un bouquin. Emmanuel Faber, bon, lui, c'est l'escalade, hein, c'est la grimpe en falaise. Bon, même lorsqu'il est submergé de tâches et d'objectifs professionnels, il parvient à respirer en allant grimper une journée par semaine, un peu moins, un peu plus parfois, parce que c'est la condition indispensable de ton équilibre. Ouais. Ouais, c'est une question d'hygiène de vie et moi j'en viens voilà, la question du burn-out arrive aussi souvent en lien avec des addictions et l'addiction au travail, l'addiction à la reconnaissance, l'addiction à l'amour qu'on reçoit dans sa position de leader. C'est quelque chose qui est difficile à maîtriser lorsqu'on n'est pas guidé, accompagné, lorsqu'on n'a pas voilà l'ouverture aussi de se dire je dois en parler. Quelles recommandations tu pourrais leur faire hein, sur ceux qui sentent qui voilà ils sont pas loin d'une addiction et qu'ils aimeraient finalement s'en sortir ou en tout cas commencer à se dégager du temps, commencer à se libérer un peu l'esprit de tout ça. Écoute, moi, je fais pas de prosélytisme. Bon, j'ai écrit Ouais, ce bouquin et j'attends que les gens viennent vers moi. Je vais pas leur dire, venez en montagne, ça va changer votre vie. Je pense que les gens qui travaillent avec moi ont compris à quel point c'était indispensable de pouvoir respirer, de pouvoir se régénérer au travers de la pratique de la marche, de l'escalade, du ski, de l'immersion dans la nature, et que c'est la garantie absolue, fondamentale, nécessaire d'une prise de décision de qualité. Si tu n'as pas ça, tu vas prendre de mauvaises décisions. Euh, Je crois que c'est Clinton, oui, c'est Clinton qui a dit dans une session où j'étais une fois à Davos, toutes les mauvaises décisions que j'ai prises dans ma vie de président, je les ai prises parce que j'étais débordé ou parce que j'étais épuisé. Voilà. Le meilleur moyen de ne pas être épuisé, c'est de respirer, c'est de ralentir. Donc, il y a beaucoup de dirigeants qui tombent dans ce chose-trappe, mais je pense qu'il y a une prise il y a une prise de conscience de plus en plus évidente que si tes dirigeants et par conséquent soumis à une pression incroyable de la part de tes actionnaires, des marchés, de tes fournisseurs, de tes clients, de tes employés, etc., euh, il faut être en forme. Il faut être physiquement en forme. Il faut absolument être physiquement en forme parce que sinon tu ne peux pas être en forme mentalement ou moralement. Et que le moyen le plus simple, c'est de marcher. Alors, on peut passer 3 heures dans une salle et faire des poids, c'est aussi très bien, mais ouais, ouais. ce ne sont pas les mêmes résultats, c'est pas la même qualité.
de Ouais. respiration. Et est-ce que tu as observé, alors là, effectivement, la marche fait partie des choses possibles, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que tu as observé, chez les dirigeants que tu accompagnes, d'autres bonnes pratiques qui vont au-delà de la mise en mouvement? Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui, voilà, ont pris des habitudes, des rituels où ils arrivent à déposer ce qu'ils ressentent avec des collègues, avec, je sais pas, des partenaires? Est-ce que tu as observé des bonnes pratiques de ce style? Écoute, je pense que les bonnes pratiques, je ne me suis jamais vraiment posé cette question, mais je pense que les bonnes pratiques, elles découlent de deux choses. Soit la lecture, qui est un moyen extraordinaire de se poser et de réfléchir avec un processus de qualité qui est inégalable. Hein. Quand tu lis, c'est pas la même chose que de regarder un film ou une série ou d'écouter même un podcast. T'es seul avec ta conscience et ton texte et c'est une manière fabuleuse de prendre du recul. Soit l'exercice physique. Et à nouveau, c'est pas que la marche. Moi, je vais chaque année dans une toute petite île en Bretagne qui s'appelle Pédic, qui est minuscule, qui fait 1 km² au large de Quiberon. Et bon, il y a un dirigeant qui est là-bas qui fait du kayak de mer. Ben voilà, kayak de mer, c'est pas si différent que la marche. Hein. Tu es assis, dans un environnement exceptionnel et tu pagaies. Donc, je pense que ça passe par oui, c'est ces pratiques de reconnexion avec la nature. Et la marche est le véhicule le plus simple pour le faire. Ok, merci Thierry. Alors on avance dans le podcast et puis voilà, le temps passe et je sais que tu as une contrainte derrière. Donc déjà, merci pour tous ces éléments de réponse. Sur la fin de l'épisode, on a l'habitude de poser toujours à peu près la même question pour voir comment les choses s'articulent. La première question, qui est assez intime, si tu avais en face de toi le petit Thierry là, de 6 ans, qu'est-ce que tu aurais envie de lui partager pour qu'il voilà, s'engage dans la vie. Eh bien, écoute, alors une chose très simple qui est évidente aussi bien pour toi que pour moi, c'est l'appétence de la nature. Je pense que on peut, on peut passer des moments, enfin, on passe des moments extraordinaires dans la nature et, et encourager quelqu'un de 6 ans à admirer cette force exceptionnelle qui nous est offerte à tout moment de la journée et n'importe où dans le monde, un ruisseau, un champ, un arbre, une montagne, la mer qui se retire et qui revient, bah, c'est des choses très simples. Et à nouveau, je peux citer des exemples de clients qui, qui ont des enfants de cet âge-là et ils pourraient s'offrir tous les palaces du monde. Non, ils vont camper. Euh, Durant leurs vacances, ils vont camper et voilà. C'est ce que je ferais avec mes propres enfants ou enfin, c'est ce que j'ai fait avec mes propres enfants, c'est ce que je recommanderais aux autres. Jouir des plaisirs infinis et gratuits qu'offre la nature. Et je pense Merci que ça Thierry. développe ensuite une propension Ouais. à apprécier les choses à leur juste valeur. D'abord, tu as envie de protéger la nature et surtout, tu prends conscience qu'il y a des choses dont tu peux jouir sans artificialité. Tu n'as pas besoin d'une tablette, tu n'as pas besoin d'un portable. Non, la nature t'offre tout ce dont tu as besoin. Mm, mm. Alors, tu parlais de lecture hein, il y a quelques minutes. Est-ce que tu aurais un ouvrage, une référence, un podcast, peu importe le contenu, à recommander à nos auditeurs? Ah oui, oui, oui. Écoute, il y a un livre, est-ce que je l'ai là? Attends que je regarde si je l'ai là. C'est le livre qui m'a semblé le plus marqué. La promenade de Walzer. Walzer, c'est un auteur allemand ou autrichien des années 30 du 19e, pardon, du 20e, 1930. Et c'est une petite nouvelle d'une centaine de pages euh, sur quelqu'un qui part en promenade et dont la vie s'éclaire au travers de cette promenade. C'est fabuleux.
Donc c'est le bouquin que je recommande. Très bien. Bah, écoute, nous prenons et je prends parce que je ne le connaissais pas celui-là. Pourtant, j'en ai lu des livres sur la marche, mais je Tu connaissais vas pas. adorer. Ok, C'est bah, écoute, je prends. Alors, on va me passer à la dernière question. C'est quoi ta prochaine échappée là? Où est-ce que tu emmènes peut-être tes prochains clients? Alors, sans trahir de secret, mais Non, non, aucun secret. Écoute, là, je pars à Paris. Donc, promenade. et je vais passer la semaine à Paris. Quand je suis à Paris, il y a une chose que j'adore, c'est de me promener sur les quais. Maintenant, il n'y a plus de voitures. Donc, je donne souvent rendez-vous à mes clients à l'extérieur. On va marcher sur les quais. Surtout qu'il fera beau cette semaine, je pense. Et je rentre le week-end prochain et je ferai une rando avec un client, une rando à ski, le, Ok. le week-end prochain, Du côté de Chamonix. du côté de Chamonix. Ouais. Ok. Formidable. Et la dernière question, avant que je te libère, Thierry, c'est effectivement, est-ce que tu aurais une personne à nous recommander pour un prochain épisode qui se prêterait au jeu, voilà, de l'échange sur ces questions de leadership et de mise en mouvement? Oui, j'ai une personne à recommander. Alors, c'est un choix biaisé puisque c'est une personne qui a une société dont je suis actionnaire, euh, qui s'appelle Blaise Agresti, qui est un guide de haute montagne, un ancien colonel du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, qui est responsable de la sécurité en montagne en France. Et donc, il a dirigé tous les PGHM de France, je crois qu'il y en a une vingtaine, jusqu'à La Réunion, Corse, Réunion. Lui était basé à Chamonix et il a monté une boîte qui s'appelle Mountain Pass, qui s'appelle Learning by Altitude. Et donc, c'est une boîte d'expérience du leadership au travers de la métaphore de la haute montagne. Donc là, c'est de la marche, puisque tu as toujours de la marche lorsque tu grimpes, la marche d'approche. Mais c'est donc l'apprentissage du leadership au travers de la pratique de la haute montagne, alpinisme ou ski de rando, ou cascade de glace, ou ce genre de choses. Je vais t'envoyer ses coordonnées. Je suis sûr qu'il serait ravi d'être sur ton podcast. Et ça résonne évidemment très étroitement avec tes intérêts. Formidable. Bah, Non, écoute, le faire. merci. Merci Thierry. Je prends les coordonnées avec plaisir. Et puis voilà, si tu peux lui faire un petit message pour lui dire que je vais le contacter, c'est toujours plus simple. Bien Et sûr, vraiment, merci. je le ferai, bien sûr, je le ferai dès ce soir. Ok, super. Est-ce qu'il y a une question à laquelle tu t'attendais et que je t'ai pas posée? Non, 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 tu m'as posé beaucoup de questions. On a couvert un spectre Ouais. très, très large, beaucoup de terrain. Euh, Non, écoute, non, rien qui me vient spontanément à l'esprit. J'ai beaucoup apprécié notre conversation et je t'en remercie. Bah, écoute, merci beaucoup. Je suis certain que les auditeurs vont apprécier la profondeur de tes réponses et puis vont probablement être curieux d'aller voir Death at Davos pour voir les prochaines énigmes. Et voilà, moi, je vais y aller. En tout cas, je vais le lire, c'est certain. Merci. Et évidemment, il y a des questions que j'aurais aimé te poser, mais ça, je le ferai hors podcast. C'est pas l'objet du podcast, mais je voudrais un peu savoir comment s'organise ton projet et la façon dont tu mets tout en place de manière à le mener à bien. Écoute, avec plaisir. Je vais couper l'enregistrement et puis te saluer dignement. Merci beaucoup, en tout cas, Thierry, pour ton temps. Et voilà, j'espère qu'on se retrouvera sur les sentiers de Merci. Chamonix ou ailleurs. Ouais, ou ailleurs, ou ailleurs. Les échappées, ça s'écoute et surtout, ça se vit. Les leaders n'attendent pas d'avoir le vent dans le dos pour avancer vers le prochain épisode.